Chers amis, le bonjour, bienvenue dans cette suite de vidéos consacrée à la programmation en Java sous Processing. Et dans cette vidéo, je propose qu'on mette en place la balle. Alors pour mémoire, je tiens à vous préciser que la balle a une particularité, c'est qu'en tout début de jeu, la balle elle est verrouillée au paddle, c'est-à-dire qu'elle suit exactement les mouvements du paddle. Donc elle est au-dessus du paddle. Et puis vous décidez de libérer la balle par action de la touche espace par exemple. Donc vous allez appuyer sur la touche espace, vous allez libérer la balle, cette balle va donc monter en ascension, d'accord. Elle va rencontrer des murs, elle va rebondir sur les murs, et si elle rencontre une brique, eh bien elle va toucher la brique, elle va détruire cette brique, il y a encore un rebond qui va s'établir. Puis la balle va descendre vers le paddle. Il faudra positionner le paddle de telle sorte qu'il y ait un rebond qui se produise à nouveau sur ce paddle pour refaire remonter la balle et pour qu'à nouveau il y ait collision avec les briques et rebond sur les différents murs. Voilà le propos. Il faut donc créer un objet, comme on a l'habitude de faire depuis qu'on fait de la programmation ici sous Processing. Donc on va créer une des classes, balle, qui va hériter évidemment, comme la dernière fois, de l'objet EasyEntity. On est parti. On va créer ici une nouvelle table. On va l'appeler balle avec un grand B à l'américaine. On fait entrer. Et là, on est parti pour créer une nouvelle classe. D'accord, voilà une classe. Vous l'appelez balle, évidemment. Et elle va hériter, donc extends, de EasyEntity. Curly braces, ouverte, fermée. Et on est parti pour créer notre classe balle. Regardons maintenant de quoi a besoin la classe balle au niveau attribut et à niveau méthode. Il y aura trois méthodes fondamentales. Le constructeur de la balle, le fait que la balle se bouge, il y aura une fonction de update. Il faut afficher la balle à l'écran, il y a une fonction de render. Eh bien, pour l'instant, on va déjà écrire les canevas des fonctions. Donc, on a un constructeur balle. On ne sait pas trop ce qu'on va y mettre, donc pour l'instant, on n'y met pas grand-chose. On aura également besoin d'une fonction de update. La balle bougeant, elle a besoin de se mettre à jour par rapport à la vitesse X, par rapport à la vitesse Y. Donc on a un void update. Il attend bien sûr au niveau flottant le temps qui va s'écouler. Et j'ai besoin d'afficher la balle à l'écran, donc d'une méthode render. Donc de même, on ne sait pas trop ce qu'on y met. Bah, pour l'instant, on n'y met pas grand-chose. Voilà, on va faire comme ça. Bien, notre balle, de quoi a-t-elle besoin au niveau attribut? Il faut voir que la balle possède trois états, c'est-à-dire, soit la balle est en verrou, elle a donc un état de verrou, soit la balle est mouvement, de fait, elle a un état de mouvement, soit la balle est perdue parce qu'elle a touché malheureusement le niveau bas de l'écran et que le paddle n'a pas réussi à l'intercepter. De fait, on va créer trois constantes qui représentent ces trois états. Toutes les entités possèdent un état. D'accord? Et bien ici, la balle ne possède pas un état, elle en possède trois, mais trois différents. On ne peut pas être dans un état de mouvement et de perte. Soit on est en mouvement, soit on a perdu. Soit on est verrouillé, soit on est en mouvement, soit on a perdu. Donc on a bien trois états distincts. On ne peut pas avoir les trois en même temps. Donc ici, on va créer donc des constantes. Elles sont publiques, il n'y a pas de raison. Là, c'est des constantes publiques, il n'y a pas de souci. Hein, c'est des états de la balle. Et on va faire combien de fois? Au lieu de créer. Là, on a une balle. Mais imaginez que vous avez un jeu, il y a 12 balles. On ne va pas créer les constantes d'état pour les 12 balles. Il faudrait multiplier par 12 fois 3. Donc, on va créer des constantes de classe. Elles appartiendront forcément à la balle, donc à toutes les balles. Pour ça, les amis, on va donc créer une publique statique, finale, parce que c'est une constante de type entier. Et les constantes, on les met en majuscule. Donc on va faire un ball state pour état. Et là, le premier état qu'on peut avoir, c'est un état de verrou. Voilà. Donc soit on met en anglais, soit on met en français, comme vous voulez. D'accord. Là, je mets une variable sans, peu importe. Alors, on va copier ça. Quels sont les autres états dont peut avoir la balle? Elle peut être dans un état, par exemple, de mouvement. Donc elle a bougé. Donc on a libéré la balle. De fait, maintenant, elle est en mouvement. Elle est en train de moving. Et là, on lui met 110, par exemple. Et le troisième état que peut posséder votre balle, donc public. Donc on crée ici une constante de type public. On a accès à cette variable-ci à l'extérieur de la classe. Statique pour stipuler qu'elle appartient ici à balle. Final, c'est une constante de type entier. Et l'autre état que peut posséder la balle, c'est quand elle est perdue, donc lost, et on lui met 120.
voilà, je crée ici mes 3 états qu'aura ma balle à l'instant T. D'accord? Soit verrou, soit en mouvement, soit perdu. La balle va bouger, on est bien d'accord. Alors pour rendre les choses un peu plus amusantes, chaque fois qu'il y a un rebond, on va changer la vitesse de la balle. Donc ça va rendre les choses un peu plus intéressantes. De fait, on va créer 2 constantes qui contiendront la vitesse minimum et la vitesse maximum. D'accord? Alors est-ce qu'on a besoin de la rendre publique? Non. Là, c'est des variables qui sont vraiment qui appartiennent, qui sont dans la classe balle, elles n'ont pas accès, enfin les gens n'ont pas accès à ces variables-là. Donc on va faire un private. On peut le faire statique, on peut pas le faire statique. Bon, je ne veux pas statique parce que là ça ne change rien. Un final, int, non, on va mettre un float. Et là on va appeler, je sais pas, speed min. Donc ce sera la vitesse minimum que possédera la balle à l'instant T. On va lui mettre 150 par exemple. Voilà. Et private, constante de type float évidemment. Et on appelle speed max. Et là, on lui met 200 par exemple. Alors, évidemment, on peut changer ces valeurs-ci, mais je ne vais pas coder en dur les vitesses min et les vitesses max. Dans mon code, je ne vais pas mettre des valeurs en dur. Je vais placer mes valeurs min et max dans 2 variables. Il suffit que je change le min et le max pour que toutes les variables ensuite, dans mon code, soient mises à jour. On reprend. J'ai donc mes 3 constantes pour l'état. J'ai donc la vitesse min, la vitesse max. Il est probable qu'on puisse aussi obtenir et avoir besoin à l'instant T du module de la vitesse. Donc on va créer un private. Donc là, c'est pas final parce que la vitesse peut changer. Float. Et vous l'appelez, je sais pas, speed module. Voilà. Et pour l'instant, ce speed module, il vaut 0. Donc ça, c'est une variable qui va contenir à l'instant T le module de la vitesse. Comme on va changer la vitesse, il serait bien d'avoir le module à l'instant T. Si on en a besoin, il est là. Si on n'en a pas besoin, on l'enlèvera. Bien. Alors, quelque chose de très très important. Révisons. La balle est verrouillée au paddle. Il faut que la balle connaisse la position du paddle. D'accord? Alors, avant de faire ça, on va peut-être construire directement. Oui, on va faire ça. On va construire directement la balle sans passer par le paddle. Et après, on mettra en place pour qu'on comprenne bien pourquoi il est important que le paddle et la balle soient un lien important entre les deux. Donc, ce qu'on va faire, les amis, on va créer ici, on va créer donc une balle. Pour l'instant, on va la mettre en 0, 0. Et on va construire l'objet dont il hérite, donc l'objet isIdentité. Pour ça, je vous renvoie à la vidéo précédente. Vous faites super. Alors, si on regarde les constructeurs de entités, on en a 2. Soit vous lui passez la position X de votre balle, de votre objet, de votre Y et la largeur à la hauteur. Ça, c'est si en gros vous voulez faire un rectangle, un objet rectangulaire d'une couleur donnée. Mais si on voulait mettre une image, eh bien, il faut prendre le constructeur numéro 2. C'est-à-dire qu'on lui passe la position X, la position Y, et par une chaîne de caractères, vous lui stipulez le chemin d'accès à l'image que contiendra la balle. Et l'image, bien sûr, est dans nos ressources, donc le data, puis dans le répertoire image. Donc de fait, on va faire quoi? On va faire un super. On le positionne en 0, 0. Voilà, on ne va pas s'embêter avec ça. On va le positionner tout en haut de la fenêtre en 0, 0. Et vous lui stipulez entre chaînes de caractères le chemin d'accès à l'image. Donc l'image, avec un S, slash, et là elle s'appelle balle.png. Ok, donc là, en faisant ceci, je dispose maintenant dans la balle d'une image que je peux afficher à l'endroit que je désire. Pour la faire bouger, la balle, il faudra appeler la méthode update de isIdentité. Pour ça, on appelle la méthode de la classe pair ou classe mère super.update. Donc là, on va appeler la méthode update de isIdentité. Pourquoi qu'il me jette? Oui, parce que là, c'est un grand E. Et de même, ici, il faut que j'affiche ma balle, il faut que j'affiche par la méthode render qui appartient à entité. Donc je fais super.render. Ouais, on va commencer petit. Vous voyez bien le problème qu'on peut avoir si on ne lit pas le paddle de la balle, vous allez comprendre. Donc là, j'ai créé une balle très très simple. Elle est positionnée à l'endroit x égale à 0, y égale 0. J'ai donc l'image de ma balle ici. Je la fais bouger s'il y a besoin. Mais pour l'instant, elle ne bougera pas parce que quand on construit un isIdentité, par défaut, les vitesses sont nulles, et en x et en y. Donc la balle ne bougera pas du tout. Parce que je n'ai pas positionné mes vitesses en x, je n'ai pas positionné les vitesses en y. Utilisons un tel objet.
on va dans la game stage. Ici, on avait créé le paddle. Donc, on va créer une variable de type private. C'est de type ball et on l'appelle ball, par exemple. D'accord, vous l'appelez comme vous voulez. Et pour être rigoureux à ce qu'on vient de faire depuis le début, on donne une adresse nulle actuellement. On va construire la balle. Donc, après le paddle, on dit que la balle, maintenant, c'est un new, donc c'est un nouvel objet de type balle. Donc, attention, je l'ai mis à l'américaine. Est-ce que je lui passe des arguments? Non, dans mon constructeur, vous voyez, il est vide. Donc pour l'instant, je dis bien pour l'instant, on ne lui passe pas d'arguments. Donc je crée une variable petite balle qui va contenir l'objet balle. Je crée cet objet balle en faisant balle égale new grand balle, ici. Et maintenant, je vais utiliser les méthodes de update et de rendu pour afficher et faire bouger ma balle s'il y a besoin par rapport aux vitesses. Donc là, je fais balle.update. OK. Et ici, dans le render, je ferai ici balle.render. On va remettre un petit peu d'ordre là-dedans. Si je ne me suis pas trompé, les amis, je vais donc compiler la chose. On doit avoir une balle qui va apparaître en haut de notre écran. D'accord? Et par contre, le paddle, lui, est toujours en bas. Il se déplacera à gauche ou à droite en fonction des actions de votre clavier. Donc, CTRL S, CTRL R. On va lancer la chose. Vous remarquez tout en haut ici, en tout en haut, vous avez une balle qui est bien positionnée en 0,0 et qui est en balle. Mais cette balle, les amis, en début de jeu, il faut qu'elle vienne ici. Il faut qu'elle vienne sur mon paddle. Et si mon paddle se déplace à gauche, il faut que la balle suive le paddle. Et si mon paddle va vers la droite, il faut qu'il suive ce fameux paddle. Donc actuellement, la balle n'est pas positionnée. Alors comment faire? On pourrait, dans l'objet balle, dans la méthode update et dans la méthode render, pourquoi update? Parce que je mets à jour la position X et Y de ma balle dans la méthode update et je fais afficher la balle dans la méthode render. Donc dans la méthode update, il serait logique de lui passer en plus ici, vous voyez, en plus du temps, il serait logique de dire je vais te passer le paddle. Et quand tu auras accès à ton paddle, tu pourras ensuite mettre la balle où est le paddle. Mais on risque d'avoir besoin du paddle pour les rebonds, par exemple. Vous voyez, quand on va voir le rebond entre la balle et le paddle, si on a déjà un paddle, on peut voir s'il y a un rebond entre le balle et la paddle. Donc le plus judicieux chose à faire, c'est à la construction de la balle de lui passer la référence du paddle. Oui, c'est difficile. Alors, en C, lorsqu'on passe des références, on passe des pointeurs, on passe des adresses. Alors vous avez beaucoup de chance, en Java, il n'y a pas de pointeur. Par contre, en Java, il y a quelque chose qui ressemble beaucoup au C++, que sont les références. Quand je lui passe ici un objet, donc imaginons ici les amis, je lui passe un objet de type paddle. Attention, l'objet paddle avec un grand P. Et je l'appelle ref, comme référence. Eh bien, quand je vais construire ma balle, je vais fournir au constructeur de ma balle l'adresse, la référence de mon paddle, ici. Mais si je fais ça, en sortant de mon constructeur, je perds la référence parce que cette variable n'existe que le temps de la fonction. Ce qu'on va faire, on va créer à l'intérieur de la balle une variable qui contiendra cette référence. Est-ce qu'on a besoin de l'accéder de l'extérieur? Non. De fait, ici, je vais créer quelque chose de bizarre, qui vous semble bizarre au début, mais qui est logique finalement quand on réfléchit. On va créer une variable de type private qui contiendra un objet de type paddle et vous l'appelez comme vous voulez. Donc je vais l'appeler paddle. D'accord? Mais on peut l'appeler ref, paddle ref, le paddle, the paddle. Et pour l'instant, il vaut adresse nulle. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ce paddle? Eh bien, ce paddle qu'on obtient en référence ici, eh bien, on va le positionner à l'adresse. On va dire que l'adresse de paddle, celui-ci là, ça sera l'adresse de celui-là. Et comme on passera la référence de notre paddle au constructeur, eh bien, la balle possède en interne une référence. Donc, en gros, elle connaît l'adresse de paddle et elle connaîtra la position à travers cet objet-ci. Donc ici, tout de suite après le constructeur de la classe hérité, donc d'entité, on va se dire que paddle égale référence. On positionne à paddle la référence qu'on reçoit en argument. Et bien, connaissant maintenant le paddle, je peux positionner la balle en fonction du paddle. Alors, on va le faire, soit on le fait ici, on regarde ce que ça donne. Déjà, on va regarder ce que ça donne. Est-ce que ça a déjà du plantage? Donc, on va faire CTRL S. Si je compile, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que dans le game stage qui est ici, dans le game stage qui est là, vous voyez, déjà, il me souligne en rouge, il me dit, regardez ce qu'il me dit, the constructor ball vide n'existe pas.
Évidemment, parce que nos constructeurs, ils s'attendent à ce qu'ils reçoivent ici une référence de type paddle. Eh bien, dans le GameStage, on va créer la balle en lui passant la référence de notre paddle, comme cela. Donc de fait, cet objet ici, on lui passe en référence, en gros, on lui passe l'adresse, même si ce n'est pas tout à fait ça, mais imaginez comme ceci, on lui passerait un pseudo pointeur si vous êtes habitué au C. Ici, on va lui passer la référence à cet objet ici. D'accord? Et maintenant, la balle possède en interne un paddle. Mais attention, il faut créer la balle après avoir créé le paddle. Parce qu'il faut lui passer à la balle la référence du paddle. Donc regardons si tout fonctionne encore, s'il n'y a pas des problèmes de compilation. Donc CTRL S, CTRL R. Je dois toujours obtenir la balle en haut de mon écran et par contre le paddle se déplace vers la gauche, vers la droite. Alors, on pourrait tout de suite positionner la balle ici. Dans le constructeur, on dit voilà, je vais te positionner. Mais soyez plus intelligent. Après avoir créé le paddle, on va appeler le update et après on va appeler le render. Et bien ce qu'on va faire dans le update, on va regarder l'état de la balle et en fonction de l'état de la balle, on va la positionner à l'endroit où elle doit être. D'accord? Alors, vous allez comprendre. Ici, imaginons que l'état de la balle soit de type locked. Donc, je récupère comment l'état de la balle. Il faut que je fasse if. Pour récupérer le state, vous faites get state. Donc, la balle possède un état. Cet état, je l'obtiens avec ma fonction get state. Si l'état de la balle est de type locked, donc est égal à grand ball point ça. Si la balle est de type locked, eh bien je vais faire quelque chose de spécial. Donc au début, oui, mais on a un problème, c'est qu'on n'a pas dit que la balle était verrouillée. Donc ici, alors soit vous le faites avant ou après, peu importe. Donc là, on va faire le paddle référence. Et n'oubliez pas tout de suite, de positionner l'état de votre balle. En faisant quoi? Chaque objet entité possède une méthode de setState pour positionner le state, getState pour récupérer le state. Là, on va positionner le state de la balle en faisant setState. Je ne sais pas écrire. State. Voilà. Donc le setState de quoi? De ball. Ceci. Je viens ici. Donc à la construction de la balle, on lui dit fini tout de suite qu'il est en état de verrou. Quand il va rentrer ici dans l'update, donc il va bouger, mais pour l'instant il ne bougera pas beaucoup parce que les vitesses sont nulles. Mais en regardant ici le getState, donc il va récupérer son état, il va voir que son état c'est ball.ballState. Pourquoi ball? Parce que cette variable-ci, cette constante ici, appartient à ball. Donc pour intégrer le fait que ball state locked appartient à ball, on fait ball.ballState. Mais si vous faites ceci, ça marche aussi, il n'y a pas de souci. Mais prenez les bonnes habitudes, appelez ça comme ceci, ce serait plus simple et plus logique. Donc ball state locked appartient à la classe ball, de fait on fait ball.state. Et bien maintenant, je vais pouvoir positionner le côté bas de ma balle, le côté central de ma balle par rapport au paddle. C'est-à-dire, la position basse de la balle. Donc, la position basse, il y a des fonctions dans la identité, c'est set bottom. Bottom. Donc set bottom, qu'est-ce que je lui dis? Eh bien, je vais récupérer le paddle que j'ai reçu ici par construction. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander à mon paddle où se situe par rapport au top. Donc je vais positionner le côté bas de ma balle au niveau côté haut de mon paddle, en récupérant le get top du paddle et le paddle qu'on reçoit en référence. De même, la position, on va le positionner en centre, la position center X de ma balle sera quoi? Eh bien, sera le paddle point get center X. On résume? On résume. À la construction de la balle, il y a une particularité qui est nouvelle pour vous ici, c'est qu'on reçoit une référence du paddle. En gros, on reçoit l'adresse, si vous préférez, où se situe le paddle en mémoire pour que j'y ai accès.
eh bien, je lui passe cette adresse dans la ref, REF. Je vais garder cette référence car je risque d'en avoir besoin plus tard dans mon objet. N'oubliez pas que cette variable-ci n'existe que le temps qu'existe cette fonction-là. Donc à la sortie, je perds ma référence. De fait, je vais mémoriser dans une variable interne de type private qui appartient à Bal le paddle. D'accord? Et le paddle qui est ici et le paddle qui est ici, c'est le même. C'est les mêmes références. Donc on parle du même paddle. Il n'y a pas d'autre paddle. En fait, on a l'impression qu'il y a deux paddles, une dans la balle, une dans le paddle en sens raquette. Non, c'est la même raquette. Donc ici, je positionne tout de suite l'état verrouillé de ma balle. Et quand je fais des updates, eh bien, je vais regarder l'état de ma balle. Si la balle est en locate, en verrou, eh bien, je vais positionner son côté bas par rapport au côté haut de mon paddle. Donc il va se situer juste au-dessus. Et je vais centrer ma balle par rapport au centre du paddle. Donc la balle et le paddle seront centrés par rapport à X. On va compiler. Et si je ne me suis pas trompé, on doit obtenir maintenant la balle qui était à l'époque en haut dans mon écran. Elle se retrouve maintenant verrouillée à mon paddle. Pourquoi? Parce que la méthode update est appelée indéfiniment. À chaque frame, on appelle update. Et donc il positionne le côté bas et le côté central en fonction de la position actuelle du paddle qui est mise à jour. CTRL S, CTRL R. Au grand miracle, nous avons ici une balle qui est bien verrouillée. Regardez bien, je me déplace et la balle suit parfaitement le paddle. Donc on a bien un verrou. Donc ces références sont très importantes en Java. Souvent, on va passer des références d'objets pour qu'il ait à demeure des positions, des vitesses de l'objet qu'on lui passe en référence. Bien. Alors, maintenant, regardons au niveau méthode de quoi on va avoir besoin. Alors, à un moment donné, la vitesse va changer. Donc, je vous dis, à chaque rebond, on va changer la vitesse. À chaque rebond. Ça va être plus intéressant que de simplement avoir des 45 degrés ou des 30 degrés. Il faut donc créer une fonction qui nous renvoie à une nouvelle vitesse. Donc, on l'appelle comment? Elle va renvoyer un flottant, donc float. Je sais pas, on l'appelle new speed. Voilà, nouvelle vitesse. Alors attention, pas new comme ça, new speed. Voilà. On lui passe rien. Et la méthode, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va renvoyer tout simplement une vitesse random entre la vitesse min qu'on a définie au-dessus et la vitesse max. Donc on fait simplement un return random. Donc random, c'est une fonction de processing qui renvoie des nombres aléatoires entre une valeur minimum qui est ici. Donc on verra, en gros, on aura une valeur qui va être comprise entre 150 pixels par mètre et ou CTRL-C, CTRL-V ici. Je suis perdu dans mes CTRL-C, CTRL-V. Et ici, donc on aura en sortie une vitesse qui va être entre speed min et speed max. Tout simplement. Alors, actuellement, la vitesse de la balle, elle vaut 0. Elle vaut 0. Eh bien, on va positionner donc notre module, la speed module qu'on a créé au-dessus. On va faire speed module. On va dire que c'est un new speed. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, dans le speed module, il y a une vitesse aléatoire entre speed min et speed max. Il faudra également créer une méthode qui dira, donc la balle est verrouillée, on va appuyer sur une touche, et le fait d'appuyer sur la touche, on va dire à la balle, c'est bon, maintenant libère-toi. D'accord? Donc on va l'appeler comment? On va faire un void, elle va renvoyer set move. C'est bien ça, set move. Mets-toi en mouvement. Moving. Enfin, bref, à vous de voir. Voilà. Donc on ne sait pas trop ce qu'on y met, on va la compléter après. Qu'est-ce qu'on a besoin encore? Alors la vitesse va changer par rapport au rebond. Par exemple, imaginez la balle remonte, elle touche le haut de l'écran, elle doit maintenant redescendre parce qu'il y a un rebond. Donc on va être obligé à un moment donné de renverser les vitesses X, de renverser les vitesses Y. D'accord? Donc on ne va pas se prendre la tête, on va créer deux méthodes qui vont nous faire ça pour nous. Donc on va créer une méthode void, remove la vitesse en X, voilà comme ça. On ne sait pas ce qu'on y met pour l'instant. Oui, pour l'instant, je regarde les fonctions qui me semblent dont on a besoin. Et après, on les remplit au fur et à mesure ou on les supprime. Et puis, j'aurai un remove Y. Voilà. Donc, je résume. J'ai ici une fonction qui me donne la vitesse à l'instant T. Voilà. Donc, je peux avoir une vitesse différence en fonction du... Voilà, à l'instant T. Ici, cette fonction-là va être utile pour dire à la balle, non, c'est bon, libère-toi. À un moment donné, je vais besoin de changer la vitesse, mais aussi le signe de la vitesse.
Si elle est positive, elle va être négative. Si elle est négative, elle va devenir positive, hein, pour qu'il y ait un rebond. Le rebond s'effectue en changeant le signe de la vitesse. Donc si elle est montante, donc la vitesse est négative, pensez que l'axe Y est descendant. Donc si la balle monte, elle y monte avec une vitesse négative. Si elle tape en haut, elle va redescendre. Donc elle va partir avec une vitesse positive. Et puis elle va taper en bas, elle va remonter. Donc vitesse positive, vitesse négative. Et on change le signe de la vitesse. Un coup positif, un coup négatif. Il y a aussi une fonction qui va être utile, c'est la fonction de rebond. Hein, le paddle et la balle, on sent qu'il y a une petite étude à faire là. Comment savoir qu'il y a eu rebond, et comment va passer du rebond. Donc pour l'instant, on ne sait pas trop où on y va. On va faire juste un petit bump, voilà, comme ça. Le bump, en fait, ce sera juste à l'instant T entre la balle et le paddle. Et puis à un moment donné, il faudra peut-être mettre en, je sais pas, un son, une animation, lorsque la balle et le paddle seront en contact. Donc on va créer également une méthode. Alors là, on va renvoyer un booléen et on l'appelle, je sais pas, is collide paddle. Bon, je crois que c'est clair. Voilà. À dire, mais monsieur, comment vous saviez qu'il fallait toutes ces fonctions? En fait, je ne savais pas. Je suis en train de réfléchir en même temps que vous. Et là, on renvoie pour l'instant false. J'essaie de me mettre à la place de la balle. J'essaie d'imaginer la balle en mouvement. Et je suis en train d'imaginer quelles sont les fonctions, quelles sont les méthodes dont j'ai besoin. Alors, on reprend. Il faut que je libère la balle. Donc là, je vais appeler cette move, mais on peut mettre libération. La balle est verrouillée. Je vais appuyer sur une touche. Hop, je vais libérer la balle. Donc il faut une fonction pour libérer cette balle. La balle se déplace. Il faudra que je change les vitesses en X, enfin je change les vitesses en Y. Donc il est probable que j'ai besoin de deux fonctions pour changer ces vitesses en X et vitesses en Y. La balle va rebondir sur le paddle. Donc il me semble qu'il y a une fonction, on va l'appeler bump, on l'appelle comme on veut, qu'on va appeler à ce moment-là, quand le paddle et la balle sont en rebond. Et lorsque le paddle et la balle vont rebondir ensemble, on pourra à un moment donné peut-être mettre un son. Eh bien le son, on l'aura par cette fonction isColliPaddle. On pourra mettre un son, une petite animation. De fait, je renvoie un résultat. Est-ce qu'il y a une collision entre le paddle et la balle? Oui ou non? True ou false? Ok. Alors, commençons par le plus simple. Alors, quel est le plus simple? Bah, ce sera peut-être de libérer la balle. Alors, on va se mettre ici. Je peux libérer la balle que dans un état très précis. Il faut libérer la balle si et seulement si la balle est en état de verrou. Comment obtenir l'état de verrou? On l'a déjà fait. On fait un if. On récupère comment l'état de la balle? On fait un get state. De fait, maintenant, je récupère ici l'état de la balle. Si la balle est en verrou, je peux la libérer. Je ne peux pas appeler cette fonction-là si la balle est déjà en mouvement. Je ne peux pas libérer une balle qui est en mouvement. Je ne peux libérer qu'une balle qui est en verrou. Donc je vais tester si la balle est dans un état de verrou. Donc en gros, je recopie ça. Donc là, vous imaginez, la balle est en verrou. Elle est verrouillée au paddle, d'accord? On appuie sur une touche. On va donc libérer la balle du paddle. On va appeler cette fonction-ci, c'est qu'on est en train d'écrire actuellement. Donc la balle est verrouillée. Parfait. Qu'est-ce qu'on fait tout de suite? Vu qu'on va la libérer, on passe tout de suite l'état de la balle dans un état de mouvement. Donc je vais faire un set, state, et je lui passe quoi comme état? Eh bien je lui passe cet état de moving. La balle est en verrou, j'appuie sur une touche, je dis à ma balle, maintenant, tu es dans un autre état, cet état de moving, de bouge. Tu es en train de bouger. Pour qu'elle bouge, il faut positionner les vitesses en X et vitesse en Y. Donc je vais positionner la vitesse en X. Qu'est-ce que je lui passe comme vitesse en X? D'après vous, qu'est-ce que je peux lui passer comme vitesse? Eh bien, je vais récupérer cette fonction-ci. Donc grâce à cette fonction-ci, en X, je lui donne une vitesse de manière aléatoire. Alors attention, c'est une fonction, il faut l'appeler, sinon ça ne marchera pas. Donc j'étais en état de verrou. J'appuie sur une touche, je suis en verrou, la balle est en verrou. Je le définis maintenant comme état en mouvement. Pour qu'elle bouge, il faut que je lui passe des vitesses. Donc là, je positionne en X, je peux maintenant positionner en Y. Ces méthodes existent dans l'objet entity. Et je lui passe un new speed. Attention de bien fermer les parenthèses.
Et donc la balle va te mettre en mouvement. Après ça, vu que la balle maintenant est en état de moving, des vitesses sont définies en X, des vitesses sont définies en Y, la balle va bouger. C'est sûr, elle va bouger. Alors, maintenant, regardons comment retourner la vitesse. En tout premier lieu, donc la vitesse, il faut que je change de signe. Mais je vais aussi changer le signe et changer le module, parce qu'on a dit qu'on changeait le module. Donc, ce qu'on fait, tout d'abord, on va récupérer ici la vitesse actuelle. Comment je fais? Donc, je crée une variable interne, float dx égale get speed x. Donc là, je récupère la vitesse en x actuelle. Pour plus tard, je vais définir une vitesse, je sais pas, sp par exemple, et là, je dis que c'est un new speed. Bien. Donc là, c'est la vitesse actuelle, actuellement en x de la balle. Ça, le sp, c'est maintenant, ça sera la future vitesse qu'on mettra. Mais il y a deux cas. Soit la vitesse dx est négative, de fait, il faut changer le signe de sp, car sp ici est strictement positif. N'oubliez pas qu'on me donne des valeurs strictement positives dans le random. Donc le résultat attendu de sp est forcément positif. On est bien d'accord. Si la vitesse dx est positive, il faut que le sp soit négatif. Et à contrario, si le dx est négatif, il faut que le sp soit positif. Parce qu'on change la vitesse selon les x par rapport à un rebond. De fait, si dx est positif, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que le sp soit négatif. Pour ça, on peut faire que sp égale sp fois moins 1. Tout simplement. On va multiplier la vitesse par moins 1. Tout simplement. Et qu'est-ce qu'on y fait à l'issue? Eh bien, on définit que le speed de x, c'est quoi? Sp. Alors, je reprends pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Je veux, dans cette méthode, inverser la vitesse en x et changer la vitesse en x. De fait, ici, dans le dx, je récupère la vitesse actuelle. J'ai maintenant dans dx la vitesse actuelle de ma balle selon les axes x. Donc je vais distinguer axe x, axe y, ce sera plus simple de tout faire en même temps. J'aurais pu faire une méthode où je prends en même temps les vitesses x et y et je recalcule les vitesses x. Mais là, on va faire plus simple. On va changer soit le x, soit changer le y. Donc je disais, ici je récupère la vitesse en x de ma balle. Je calcule une nouvelle vitesse, je l'appelle sp. D'accord? Et si la vitesse dx est positive, il faut que sp soit négatif. Et si dx est négatif, il faut que sp soit positif. Donc le simple cas que je dois étudier, c'est lorsque dx est positif. Il faut que je mette le sp négatif. Alors comment rendre un nombre négatif? Il suffit de multiplier par moins 1. Et à la fin, qu'est-ce que je fais? Je positionne la vitesse en x de ma balle à la vitesse nouvelle que j'ai définie en haut. Donc on va faire un tout petit peu la même chose ici, vous avez compris, sur y. Donc je recopie parce que je suis feignant. Sauf que cette fois, je vais l'appeler dy. Je récupère la vitesse sur les axes y. Je calcule une nouvelle vitesse, on l'appelle sp, c'est bien. Si la vitesse dy est positive, il faudra y placer, selon les axes y, une vitesse négative. Et à la fin, je positionnerai tout simplement ma vitesse en y. Voilà. Alors, on va faire iscolide. On va faire le iscolide. Alors, comment savoir que il y a collision entre la balle et le paddle. Donc la dernière fois, je vous avais dit que dans le Easy Lib, et puis on y va, on va la montrer tout de suite. Il n'y a pas besoin de... Ce sera plus simple de le voir tout de suite. On descend, on descend, on descend. Il y a une méthode qui s'appelle collide. Pour collision, isCollide. D'accord? Donc grâce à cette méthode-là, donc tous les objets entités possèdent cette méthode isCollide. On regarde si l'objet actuel est en collision avec une target. Donc vous lui passez en argument une nouvelle entité qu'on appelle la target et ils vont ensuite analyser les rectangles de collision entre la balle et le paddle. Et si les rectangles de collision sont en intersection, eh bien il y a collision entre la balle et le paddle. Donc qu'est-ce qu'on fait? Alors tout d'abord, il faut bien être sûr qu'on a bien reçu la référence du paddle. D'accord? On n'est pas obligé de tester, mais il faut toujours se mettre des garde-fous. Donc on va analyser tout de suite avant de faire le bump, ici. Je ne vais étudier la collision que si la balle existe. Ça existe parce qu'on est en train de la construire, et surtout si le paddle a bien été reçu en référence. Donc c'est important. On peut l'éviter, mais c'est toujours bon de vérifier qu'on a bien reçu en référence le paddle. Donc si j'ai reçu le paddle, donc si le paddle que j'ai reçu
est différent de nul. Donc je reçois un paddle en référence. Si ce paddle est différent de nul, qu'est-ce que je fais? Eh bien maintenant je vais tester les collisions. Donc if is collide. Alors qui collide? Non, pas isCollide paddle. Non, non, c'est pas isCollide paddle, c'est isCollide. Parce qu'il est en train de m'appeler la méthode qui est au-dessus, là. C'est pas bon ça. IsCollide, voilà. Et on lui passe quoi dedans? Eh bien, il suffit de lui passer le paddle. Donc, il va regarder si le paddle qu'on a reçu en argument dans le constructeur est en collision avec la balle actuelle. Et, c'est très important, il n'y aura collision entre la balle et le paddle, sinon c'est un peu trop facile. Il n'y aura collision entre la balle et le paddle si la vitesse de la balle est positive. En gros, que la balle est en train de descendre. D'accord? Donc pour éviter des rebonds un peu bizarroïdes, on aura une collision entre la balle et le paddle à la condition que la vitesse de la balle est positive. Comment connaître la vitesse de la balle? Il suffit d'appeler la méthode getSpeed, on l'a vu tout à l'heure, y. Et il faut que cette vitesse-ci soit positive. Si je reçois un paddle qui existe, si la balle actuelle est en collision avec le paddle, et, attention, un double et, c'est une condition, et que la vitesse de la balle a une vitesse positive, je ne sais pas pourquoi je mets un espace ici, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va faire un bump, on va faire un rebond. Donc la balle arrive, d'accord, la balle arrive, elle rencontre le paddle, il y a collision, et bien tout de suite, hop, on va faire remonter la balle vers le haut, avec une vitesse autre, et on informe la méthode qui va appeler celle-ci, on va faire en gros la classe GameStage, on lui dit return true. Oui, il y a eu collision entre la balle et le paddle. Il y a eu collision entre la balle et le paddle. Alors maintenant, intéressons-nous à la méthode bump. Il faudrait que l'angle d'incidence, donc de rebond, soit fonction de la position de la balle par rapport au paddle. Alors pour que ça soit bien clair, je vous ai fait un petit dessin. Voilà mon petit dessin. Donc il y a en gros trois cas. Soit la balle va venir sur la droite, soit la balle va venir toucher le paddle, disons à peu près de façon horizontale, plutôt verticale ici, ou elle va plutôt arriver vers la gauche. Que va-t-on faire? Eh bien, il faudrait renvoyer la balle, si elle vient vers la droite, disons avec un angle plus petit que 90 degrés, pour qu'elle reparte vers la droite. Ici, la balle vient du haut, va à peu près remonter avec le même angle dont elle est arrivée. Et si la balle vient ici sur la gauche, on va donner un angle entre 90 degrés et 180 degrés pour que la balle reparte dans la même direction. D'accord? Donc en gros, comment va-t-on faire ceci? Eh bien, on va calculer la position qu'il y a entre la balle au niveau X, donc ici, et le centre du paddle. Donc si le X est positif, eh bien, je vais calculer l'angle ici, qui sera fonction de la distance petit x. Donc plus le x sera grand, plus l'angle sera petit. Donc imaginez que la balle arrive quasiment au bord ici de mon paddle, il repartira avec un angle très très bas. A contrario, si la balle vient ici près de x, donc on a x très très petit, eh bien on va repartir avec un angle très très grand. Donc plus la distance x est grande, plus l'angle est petit. Et ceci, quelle que soit la partie gauche, donc x est positif ici, mais on peut avoir des x négatifs. Donc je vais calculer la position entre la balle, au niveau x, et la moitié de mon paddle. Donc je calcule cette distance, x. En fonction du signe, je sais si j'ai touché plutôt côté droit ou côté gauche. Puis, quand j'aurai ce côté gauche, côté droit, je vais calculer un angle, et en fonction de l'angle, eh bien, la balle va repartir. Et si x est très proche de 0, eh bien, grosso modo, on repartira à un angle de 80 degrés. Donc voilà ce qu'il faut mettre en équation. Il faut qu'on puisse détecter la position x de la balle par rapport au x de mon paddle. Regardez le signe de la distance qu'on a. Et en fonction du résultat de la distance x, on calcule un certain angle de telle sorte que la balle reparte, en arrivant de la gauche, reparte dans cette incidence-là. Et si elle vient vers la droite avec cette incidence-là, qu'elle reparte avec cette incidence-ci. D'accord? Eh bien, c'est ce qu'on va faire dans la méthode de bump. Donc oui, elle est un peu plus conséquente. On va faire un peu de cosinus et de sinus. N'ayez pas peur. Allez, on y va. Alors, comment fait-on?
Alors, il me semble que la bonne idée déjà tout de suite, c'est de récupérer les vitesses x et y de la balle actuelle. D'accord? On risque d'en avoir besoin. Donc, je vais poser deux variables x. Donc, dx, c'est get speed x. Donc, c'est la vitesse selon les axes x. De même, je récupère, je l'appelle dy, la vitesse selon les axes y. Voilà. Donc, je possède deux variables. Dx, c'est la vitesse selon les x. Dy, c'est la vitesse selon y. Je vais calculer maintenant la position centrale de la balle par rapport à la position centrale du paddle. Je l'appelle, je sais pas, je l'appelle x, comme dans le petit dessin que je vous ai fait. Donc comment récupérer x? Ben, je fais get center x. Donc, vous voyez les petites méthodes qui sont dans la easy entity, là, c'est vachement intéressant parce que du coup, je ne vais pas me prendre la tête à voir où est le centre, où est la gauche, où est la droite. J'ai directement le résultat en faisant get center x, et bien easy entity me donne tout de suite où est le centre. Moins quoi? Bah, le paddle que j'ai reçu en référence. Là, j'insiste lourdement, mais c'est très très important, hein, que vous ayez bien compris cette référence. Et qu'est-ce que je fais? Bah, je vais faire get center quand x. Et bien maintenant, x, la variable x est positif ou négatif, elle est maintenant fonction de où se situe, dans cette méthode-ci, hein, les amis, où se situe le centre x de la balle par rapport au centre x du paddle. Donc maintenant, j'ai la distance entre le paddle et la balle. Dans ma petite figure, vous sentez bien qu'il y a une dimension qui est aussi très importante, c'est la largeur de mon paddle divisée par 2. Parce que soit on est dans cette partie-ci, soit on est dans cette partie-là. Et donc si x, en gros, vous avez compris que la distance x est comprise entre moins w sur 2 jusqu'à plus w sur 2. Okay, donc soit la balle est ici à ce point-ci, donc le x vaut w sur 2, qui est un signe moins, soit la balle est totalement à droite et x vaut w sur 2. Donc le w sur 2, la largeur divisée par 2, on pense qu'on en aura besoin. Donc de fait, autant la mettre tout de suite dans une variable. On va l'appeler comme ça, w underscore 2. Je crois que c'est clair. Et c'est quoi ça? Eh bien ça c'est le paddle. Et on récupère au paddle la largeur, donc get width, et on divise par 2, tout simplement. Ok? Bien. Alors, on va définir l'angle minimum, ici l'angle maximum. Donc je vais créer encore des flottants. On va l'appeler angle min. Voilà. Pour l'instant, on ne sait pas trop ce que ça vaut. Et on va l'appeler angle max. Et pour l'instant, on ne sait pas trop ce que ça vaut. Alors, si on revient ici dans le tools référence, Processing possède des méthodes pour passer des radians en degrés et des degrés en radians. Donc il y a une méthode qui s'appelle radians. Donc radians, vous lui passez un angle en degrés et lui le convertit en radians. Ouais, c'est super cool. Donc vous lui passez un angle en degrés, vous mettez radians de 20 degrés et lui va vous le calculer en radians. Alors pourquoi radian? Je pense qu'à un moment donné, on aura besoin de cosinus et de sinus. Et il est d'office, quand on calcule des cosinus et des sinus, dans Processing, d'avoir des radians. Et vous remarquez qu'il y a aussi une méthode qui s'appelle degrees. Vous lui passez des radians et vous les transformez en degrés. Donc vous voyez, la méthode de conversion radian, degré, degré, radian est très 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 simpliste. Donc là, ce que je vais faire, je vais faire un angle en dur. Je vais le décoder en dur. Après, à vous de voir de changer. Donc je vais faire radians. Je vais faire, je sais pas, 20 degrés en minimum. Et au maximum, on fera radians 160 degrés. Alors, on pourra changer ça. Alors là, je suis en train de coder des valeurs en dur, ce qui n'est pas une bonne chose. On aurait pu tout à fait construire encore là-haut deux constantes. D'accord? Ici, comme on a fait ici pour les vitesses min et max, on pourrait construire deux constantes, une angle minimum, un pour un angle maximum. Alors maintenant, il faut que je calcule l'angle d'incidence. Donc vous êtes bien conscient qu'il y a une relation mathématique entre l'angle que je désire, l'angle minimum quand je suis ici, l'angle maximum quand je suis dans ce cas de figure-là. Eh bien, heureusement, Processing va nous aider énormément. Dans Processing, il y a une méthode qui s'appelle map. Donc allons-y. On va dans Tools, on Reference Tools et on appelle la fonction map. M-A-P. Map. Donc là, je vous laisse lire la chose.
En fait, map, vous prenez une valeur, value. Cette valeur possède deux extrêmes. Par exemple, elle est comprise entre 0 et 100. Eh bien, vous allez attribuer à valeur 100 la valeur moins 20 et à la valeur 100 la valeur moins 10. D'accord? Donc, il va faire une régression linéaire. Vous lui passez value, value vaut 110, et en fonction des deux extrêmes de value, donc value est compris entre 0 et 100, lorsqu'il vaudra 0, il sortira ici moins 20, donc m vaudra moins 20, et si à un moment donné value vaut 100, bah m vaudra moins 10. D'accord? Donc regardez cette méthode-là, elle est très simple à utiliser et très puissante en fait. Alors que va-t-on faire? Donc ici, je vais calculer l'angle, l'angle que je veux, je l'appelle angle. Voilà, c'est quoi? C'est une map, donc je vais mapper. Mapper quoi? Mapper x. X est compris entre quoi? Il est compris entre moins w underscore 2 et plus w underscore 2. Alors, vous n'oubliez pas les amis que les x est compris entre moins largeur divisé par 2, avec un signe moins, et quand la balle est ici, il est largeur divisé par 2. Donc la position x, par rapport à mon axe qui est ici, elle peut être moins largeur divisé par 2 jusqu'à plus largeur divisé par 2. Quand le x vaudra moins largeur sur divisé par 2, l'angle, je mettrai l'angle max. Et quand x vaudra largeur divisé par 2 dans le sens positif, eh bien je mettrai un angle minimum. Donc ici, je définis que le x est compris entre moins w sur 2 à plus w sur 2. Là, je vais définir l'angle max. Et ensuite, je vais définir l'angle min. C'est vraiment très bien comme petite méthode. Ça nous évite de prendre la tête à faire des équations de droite. On n'a pas besoin. On prend la fonction map, on lui donne la variable x. De quel extrême x va bouger de temps à temps? Pour cet extrême de x de temps à temps, on va sortir des angles entre cet angle-ci et cet angle-là. J'ai donc maintenant l'angle, d'accord, qui est en sortie. J'ai la vitesse en x, j'ai la vitesse en y. Eh bien, ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire? Je peux calculer d'abord le module. Donc ici, il serait plus judicieux de mettre à jour notre speed module. Alors, comment calculer le module de la vitesse connaissant x et y? Allez, je vous le donne, ça s'appelle Pythagore. Il faut faire une racine carrée, donc un SQRT, donc racine carrée, de dx fois dx, dx fois dx, plus dy fois dy. Donc je viens de faire Pythagore en fait. Le module, c'est la vitesse en x au carré, plus la vitesse en y au carré, le tout racine. Et bien maintenant, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut pour calculer le nouveau x et le nouveau y. Alors comment on fait ça? Eh bien la position en x, c'est quoi? C'est mon speed module. Voilà. Fois le cosinus de l'angle. Et l'angle, ici, il a été déterminé par ma fonction map. J'oublie un petit peu. Alors attention pour le y, c'est un peu spécial. N'oubliez pas que les y dans un jeu vidéo, le y est descendant positif. Nous, dans les repères qu'on a, c'est y montant. De fait, il faut inverser le y pour que la balle puisse remonter. Donc speed, module, fois sinus de l'angle obtenu. D'accord. Mais là, j'ai pas encore dit à ma balle d'obtenir ceci en x, y. Donc il faut que je fasse maintenant un sed speed, z, je lui passe le dx et je lui passe le dy. Oui, maintenant, oui, la balle possède des vitesses différentes en x et en y. D'accord? Alors, bon, c'est une fonction un petit peu plus compliquée que ce qu'on a fait jusque-là. Prenez le temps, prenez un papier, un crayon, faites des vecteurs, regardez ce qu'on vient de faire ici, et vous allez voir, c'est pas si difficile que ça. Et je vous invite bien sûr à aller voir dans la documentation pour comprendre cette fonction map. Il manque encore un petit truc. Dans la fonction update, dans ma fonction update qui est ici, qui est en bas, je suis paumé, dans ma fonction update, qui est ici. Bon, pour l'instant, ma balle va bouger, mais elle ne va pas rebondir sur les murs. En effet, la balle, imaginons que la balle remonte. À quel moment avez-vous dit à la balle de redescendre si elle touche un mur? Aucun moment. Donc maintenant,
il faut prévoir ce qu'on appelle les edges, donc d'accord, les murs. Donc il faut que je traite maintenant les limites si vous préférez. Alors, on y va. Il y a combien de limites? Ben, il y en a 4. Tout d'abord, on va regarder la limite en haut. Donc n'oubliez pas que la fonction update fait bouger la balle. Donc il est logique de regarder les limites de la balle dans cette fonction-ci. On va regarder si la balle touche le bord haut de la fenêtre. Mais attention, elle ne peut rebondir que que sur le bord haut de la fenêtre si la vitesse est négative. D'accord? Donc pour éviter des rebonds un peu spéciaux, un peu bizarroïdes, on regarde dans quel sens se dirige la balle. Si la balle se dirige vers le haut et qu'elle est bien en haut, et bien de fait, on va la faire redescendre. Comment fait-on ceci? Donc je fais un if, je récupère la position haute de ma balle. Voilà, donc là j'ai la position haute en Y de ma balle. Si à l'instant T, la position Y tend à être négative, c'est-à-dire qu'elle va dépasser la fenêtre. Et, c'est très important, il faut que la vitesse selon les axes Y soit négative. Qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là? C'est un grand Y. Qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là, d'après vous? Oui, il faut réinverser la vitesse selon les axes X. Vous avez compris. Maintenant, on va faire le côté gauche. Donc, else, if. On récupère le côté gauche, get left. Donc là, je récupère le côté gauche de ma balle. S'il devient négatif, ce côté gauche, c'est que la balle est en train de sortir de ma fenêtre. Il faut également que la balle se dirige vers ce bord-là. Donc il faut que la vitesse, selon les axes X, soit négative. Il faut qu'elle soit négative, bien sûr. Qu'est-ce que je fais, les amis? Allez, je vais réfléchir un tout petit peu. Donc la balle se dirige vers la gauche, avec une vitesse négative. Si à un moment donné, le côté gauche de ma balle devient négatif, que faut-il faire? Il faut retourner la balle maintenant dans l'autre sens. D'accord? Alors maintenant, on va regarder le côté droit. Donc else, if, on récupère le côté droit, get, right. Merci pour les fonctions. Alors si ce côté droit, c'est quoi la limite, devient plus grand que la largeur de ma fenêtre et que le get speed en X est positif, que faut-il faire? Donc je reprends, ma balle se dirige vers la droite, elle va rencontrer à un moment donné un mur, le mur de la fenêtre, d'accord? Parce que le get Y sera plus grand que la largeur de la fenêtre. On fait bien attention que la vitesse est bien positive, comme ça il n'y a pas d'ambiguïté, il se dirige bien vers la droite. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait un remove de X. Et dernier cas, si maintenant else, if, je récupère le côté bottom, donc le côté bas de ma balle. Imaginons que le côté bas soit plus grand que la largeur. Qu'est-ce qui va se passer? Et que la vitesse en axe Y est positif. Qu'est-ce qu'on fait? On inverse la vitesse vers le haut? Et non. Et non. La balle est perdue. En effet, lorsque la balle va toucher le côté bas de ma fenêtre, eh bien votre balle va être perdue. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on lui dit que son état, donc on lui met un set state, et après il faudra le mettre à jour. Donc set state de la balle, point, c'est un state, alors je le récupère, ça sera plus simple que de l'écrire. Je récupère l'état verrouillé. Et bien sûr, l'état verrouillé, l'état perdu, pardon, l'état perdu. Et ensuite, on verra comment on va remettre ça à jour. Donc, l'état perdu. Voilà. J'espère que je n'ai pas fait de bêtises. Donc, je reprends, on va voir si on n'a pas fait de bêtises. Donc, on fait bouger la balle. Si la balle est dans un état de verrou, vous vous souvenez, on va verrouiller la balle au paddle, de fait, où le paddle se situe, la balle se situe. La balle a bougé, donc elle n'est plus en état de lockade, elle est en train de mouvement maintenant. Donc maintenant, les trois possibilités sont,
soit elle dépasse le haut de la fenêtre, il y a rebond selon les axes Y, elle va redescendre, soit elle touche le côté gauche de ma fenêtre, donc elle va repartir vers la droite, il y a donc rebond à nouveau, avec rebond, nouvelle vitesse à chaque fois, n'oubliez pas, hein. Et si elle vient toucher à droite ma fenêtre, et que la fenêtre et la vitesse est positive, il y a rebond, donc il y a rebond dans le sens X négatif. Et attention, petite nouveauté, si par malheur la balle vient toucher en bas de la fenêtre, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que la balle va passer dans un état de perdu. Maintenant, mettons en place ceci dans le game stage. Alors on y va doucement. Dans le input, on va commencer par le début. Donc le input, c'est une fonction qui va être à l'écoute des actions clavier. Est-ce que la balle a besoin d'une action clavier? La réponse est oui. Il y a besoin d'une action clavier pour déverrouiller la balle qui est sur le paddle. Comment va-t-on déverrouiller la balle? Je vous dis à partir de la touche espace qui est un code de 32. Donc on va maintenant gérer ici la balle. If, alors je suis feignant, on copie ça. CTRL-C, CTRL-V. Donc je vais regarder quoi? Si la personne a appuyé sur la touche espace, donc la touche barre d'espace, c'est un keycode de 32. Qu'est-ce qui se passe si cette touche était appuyée? Que va-t-il faire? Eh bien, on va dire à la balle, donc je vous renvoie ici à l'objet qu'on a créé. On a créé un objet balle, et quelle fonction va-t-on appeler? On regarde. Alors, est-ce qu'on va appeler le new speed? Non. Est-ce qu'on va rappeler le remove x? Non. On va appeler le set move. On va appeler le set move. Donc ici, on va dire balle.set move. J'espère que je ne me suis pas trompé dans l'orthographe. On va la prendre. CTRL-C. Comme ça, je suis sûr que je ne vais pas me tromper dans l'orthographe. CTRL-V. Donc la balle étant verrouillée, on va appuyer sur la touche barre d'espace. On va dire à la balle, t'es en verrou, tu passes maintenant en mouvement et on se positionne à vitesse en X, on se positionne à vitesse Y et hop, ça rebondit. On descend dans le update. De quoi a-t-on besoin dans le update? Alors on a mis ici le paddle dans la fonction update, pardon. Je vais ici, attends, je vais descendre ça un petit peu, voilà. Ici, on a mis le paddle en mouvement, on a mis la balle en mouvement. Eh bien, ce qu'on pourrait faire, c'est voir si la balle est perdue, par exemple. Donc, qu'est-ce qui se passe si la ball is lost? Donc, imaginez, la balle arrive en bas de l'écran, elle passe en état de lost. Donc, son état actuel est perdu. Donc, on va récupérer l'état de la balle. Donc, on fait if ball.getState. Donc, on récupère l'état de la balle. Si son état, on vient ici, si son état est quoi? Si l'état est tel que la balle soit dans un état de lost, qu'est-ce qu'on fait d'après vous? Je vous laisse 4 picosecondes de réflexion. Là, je suis en train de tester si la balle est perdue. Si la balle est perdue, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on peut faire une animation, on peut créer un bruit, on peut créer n'importe quoi. Ça, on le fera tout à la fin. On peut incrémenter les scores, on peut décrémenter les vies. Là, dans cette méthode-là, on va décrémenter les vies, on va faire bouger, on va faire une animation. Mais il y a un truc très très important. Il faut dire à la balle, en fonction des points de vie qu'on a, est-ce qu'on a assez de points de vie, est-ce qu'on n'a pas assez de points de vie, on va dire maintenant à la balle de repartir dans un état de verrou. Comment dire à la balle de repartir dans un état de verrou? On va positionner son état à locked. Donc je veux dire ball.setState. Et qu'est-ce qu'on lui passe dans ce game state? On lui passe que c'est la balle.locked. Donc vous voyez, l'avantage qu'on a ici de créer... Oh, j'ai une parenthèse de trop, je crois. L'avantage de créer des constantes, c'est qu'on n'a pas besoin de retenir 100, 110, 120, 130, 12, 40. Il suffit de retenir des mots qui veulent dire ce qu'ils veulent dire sur que la balle state locked. Donc la balle est verrouillée. Ici, on pourrait voir les points de vie, etc., les points, etc., etc. Donc là, on peut faire des animations, les points de vie, etc. Ok, donc là, on a géré le fait que la balle était perdue. Mais on n'a pas géré encore un truc important. Est-ce que la balle est en collision?
D'accord? Alors pourquoi on a besoin de ça? Bah, peut-être qu'il faudra mettre une animation en place, etc. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'animation, mais on va le faire après plus tard. On va aussi regarder s'il y a collision entre la balle et le paddle. Alors pour l'instant, on n'a pas grand-chose à mettre en œuvre. On pourra faire une animation, créer un son, etc. Donc on prévoit la fonction et on la remplira si on a besoin. Donc là, on va mettre un petit commentaire. Ball, collide, paddle. Donc if, on appelle qui? La balle? Oui, c'est la balle qui possède le balle. Donc balle is collide paddle, d'accord? Et bien là, si c'est le cas, ben on mettra une action en place, on fera un bruitage, etc. Ok. Alors dans le render, on a la balle qui s'affiche. Et bien je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut. On reprend, on regarde si on n'a rien oublié. Donc la balle est bien construite. Dans l'input, le fait de appuyer sur la touche par l'espace, ça va libérer la balle. Donc de fait, elle va partir dans un état de mouvement. Elle va changer la vitesse. Dans le update, la balle se met à jour. Elle regarde si c'est en collision avec le haut, avec le bas, avec le droite et le gauche. Si elle tombe en bas, malheureusement, si son état est perdu, on passe en état de locket, hop, on redéverrouille. Il faudra ensuite appuyer sur la touche pour libérer la balle, etc., etc. Donc là, il nous reste encore les points de vie à gérer, les points, etc. D'accord. CTRL S. Si on ne s'est pas trompé, on doit obtenir maintenant une balle qui est verrouillée au paddle. Quand on appuie sur une touche espace, on libère la balle. La balle va partir, va venir en intersection avec les bords de l'écran, donc elle va rebondir sur les bords d'écran, et elle va aussi rebondir directement sur le paddle. Et si malheureusement la balle arrive en bas de l'écran, elle doit retourner automatiquement en verrou par rapport au paddle. CTRL S, CTRL R, c'est parti. Donc pour l'instant, la balle et le paddle sont verrouillés. J'appuie sur la touche espace. Il y a bien rebond. Tac, vous voyez, je touchais un petit peu à gauche. De fait, elle est partie en rebond. Voilà, elle rebondit. À chaque fois qu'elle rebondit, alors bien sûr, il n'y a pas des briques. Donc là, ça manque un peu de... Parce que quand il y a des briques, il y aura des rebonds qui vont s'établir un peu plus rapide, enfin plus rapidement et plus souvent. Et si je ne me suis pas trompé, voilà, elle revient au point de départ. Donc on relance la balle, on place le paddle pour qu'il y ait un rebond. En fonction de l'angle de la balle par rapport au paddle, eh bien, on calcule l'angle d'incidence grâce à ma fonction map. Bah, c'est pas trop mal tout ça. Alors, disons un objet qui n'est pas facile, d'accord? Bon, à mon humble avis, c'est le plus difficile des objets qu'on va créer. Mais vous avez largement, je pense, le niveau pour comprendre ce que je viens de faire. Donc, reprenez la vidéo, imprimez le code source si vous avez besoin. Changez le code source et essayez d'adapter la vitesse. Par exemple, quand on départ tout de suite en haut, peut-être qu'il serait judicieux de partir avec un angle un peu de façon aléatoire. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et on se retrouve très bientôt. Merci.